Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce 7e jour de confinement et ce 7e jour de Booktube. Aujourd'hui je vais vous présenter un roman un petit peu particulier qui est le précurseur de l'écriture narrative romanesque en Iran. Donc c'est un roman qui est traduit du persan qui s'appelle La Chouette aveugle aux éditions José Corti. Il a été écrit par Sadegh Hedayat qui est donc le précurseur, un des précurseurs de l'écriture narrative romanesque en Iran. C'est un livre qui est très difficile à résumer. Moi, si je vous avoue que je me souviens même plus comment je l'ai découvert, j'adore les chouettes, j'ai dû voir ça, je dis oh tiens ça a l'air sympa, et j'ai lu la 4e de couve qui m'avait un petit peu intriguée. Et c'est comme ça que je me suis plongée un petit peu dans ce livre qui a été encensé par les surréalistes. Il est sorti en France en 1953. Et il a été encensé par André Breton, tous les surréalistes qui estiment que c'est un chef-d'œuvre pour diverses raisons que je vais vous expliquer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand il est sorti, il est d'abord sorti à Bombay en 1936, de façon très très confidentielle, puis à Téhéran en 1941, et il a fait un scandale. Donc du coup, il est resté très très confidentiel, et c'est en France que ça a un petit peu explosé. Et c'est quelque chose qui est assez déroutant. Et Sadegh Hedayat, il a une histoire assez intéressante. C'est un homme moderne qui a voulu un peu parler de la pensée, qui a voulu parler de la pensée moderne en Iran dans une langue, donc le persan, qui était quand même faite au départ pour les textes religieux et pour la poésie. Il y avait très très peu de formes narratives romanesques en Iran, et lui, il a dû inventer des mots pour raconter des choses. C'est vraiment tout un travail linguistique. Je ne suis pas spécialiste, mais je me suis un petit peu renseignée. Et en fait, il y avait des mots, des phrases qui, avant lui, ne pouvaient pas incarner une certaine vision du roman et de la façon dont on raconte une histoire. Et c'est lui qui a un peu construit des formes narratives pour que ça puisse être fait en persan, notamment. Il n'est pas le seul, hein, mais voilà, c'est un des précurseurs. Et, euh, et en fait, il décrit les mœurs persanes avec beaucoup d'humour et de poésie dans son œuvre, mais c'est quand même une œuvre, notamment La Chouette aveugle, est assez représentative du personnage. C'est une œuvre qui est marquée par la tragédie, par le pessimisme et par ce qu'il estimait comme l'inguérissable folie de l'âme humaine, quoi. Et c'est un peu triste parce que Sadegh Hedayat, il est né dans une famille aristocratique à Téhéran, et après il a fait ses études en Inde, je crois, non, en Belgique. Il a un peu voyagé. Il a fait une partie de ses études en France, où à 25 ans il a tenté de se suicider, il a été sauvé. Après, il a fait un voyage en Inde, voilà. Donc c'est après ses études, il a fait un voyage en Inde. Après, il est revenu, il est retourné en Iran, mais toujours, il n'a jamais été satisfait de de sa vie. Finalement, il rentre à Paris dans les années 50, et il décide de mettre fin à ses jours à ce moment-là. Il brûle tous ses manuscrits, il bouge toutes les aérations de son appartement, et il est retrouvé mort chez lui comme ça, quoi. Donc quelqu'un de torturé, quelqu'un qui était qui écrivait ce qu'il ressentait, et il avait la figure du suicide notamment est très présente. La Chouette aveugle, c'est tout simplement, alors là je vais pas vous le vendre comme quelque chose d'hyper joyeux du coup, hein, mais c'est en fait c'est un esprit malade c'est l'esprit d'un opiumane, parce que Sadegh Hedayat était très consommateur de vodka et d'opium, hein. Et là, c'est l'esprit torturé d'un opiumane qui est hanté par des hallucinations et par des interférences de pensée qui viennent de son passé, on suppose, mais probablement un passé un petit peu fantasmé. Et dans ces obsessions qui finissent par dévorer sa propre réalité, il y a deux figures principales. C'est un vieillard qui le poursuit et qui sourit, qui rigole, qui a un rire diabolique, et une jeune femme. Une jeune femme qui est là, d'où la chouette aveugle. Il parle beaucoup de ses yeux clos, de ses yeux ouverts, de son regard qui l'obsède, qu'il essaie de dessiner, qu'il essaie de retrouver. Voilà, cette femme qui prend toute place dans sa vie. Le narrateur est seul, il est ancré dans sa propre réalité, et il estime il réduit tous les autres êtres humains à des figures fantomatiques malveillantes. Il les appelle la canaille, tout le reste c'est de la canaille comme il dit. Donc ces deux figures cohabitent, il est très seul, il parle beaucoup de mort, pour lui il a la crainte perpétuelle de la mort tout en la voyant aussi comme une délivrance possible. Voilà, c'est une espèce d'ambivalence, un éternel retour. Ça fait
petit peu une espèce de cycle. Voilà, il voit des choses, ça va mieux, ça va moins bien, il revient. Et voilà, c'est très. Je vous le décris de façon très, très. Enfin, c'est très difficile à décrire. Là, comme ça vous fera peut-être pas rêver, mais c'est assez hypnotique. Quand on lit les avis de gens qui l'ont lu, parce que moi j'ai regardé, ça m'intéressait de savoir, vu que personne dans mon entourage ne l'a lu, on a tout de suite, les gens répètent un peu la même chose en disant c'est un petit peu déroutant au début, on rentre, on comprend très vite qu'on est dans l'esprit de quelqu'un de malade, quoi. Mais peu à peu, il y a une espèce de prosodie qui se crée, et ça devient très immersif, on est un peu hypnotisé par ce qu'il nous dit. Et on rentre totalement dans une espèce de symbolique particulière, ce qui est assez représentatif des surréalistes. Et vraiment, c'est très très chouette. J'ai même vu un commentaire, quelqu'un qui l'a comparé au film de David Lynch. Donc c'était pour me faire très plaisir, hein, parce que moi je suis une grande fan, où cette espèce de mystification du glauque, cette espèce de truc un petit peu particulier, où on ne sait pas trop si on aime, mais on reste devant et on voit un petit peu ce qui se passe derrière, jusqu'à ce que de tout ça se dégage quelque chose de très beau et de très fort. Voilà, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup influencé au moment où je l'avais lu. Je me souviens d'ailleurs, petite anecdote, la tombe de ce monsieur est au Père-Lachaise, si jamais. Comme il est mort à Paris, elle est très très belle si jamais pour les Parisiens ou les gens qui aiment bien visiter les trucs. C'est une tombe pyramidale en marbre un peu irisé, c'est très très joli. Et voilà, donc je voulais vraiment vous présenter ça dans cette édition-là. Donc c'est les éditions José Corti. Je crois qu'il n'est pas sorti dans une autre édition. Je sais qu'il y a un film qui est sorti de Raoul Ruiz dessus. Je ne sais pas du tout s'il est disponible, mais ça vaudrait le coup d'aller voir. Et il y a une préface donc, qui est écrite par le traducteur, qui explique, elle est courte et je pense qu'elle est nécessaire si vous voulez aborder le roman un peu mieux. Elle explique un peu déjà l'état d'esprit du bonhomme, elle explique un peu les traductions, ce qui a été difficile pour lui de traduire, parce qu'il disait traduire du persan au français c'est pas forcément facile, surtout dans cette nouvelle forme narrative. Il a pris quelques libertés, il explique pourquoi, et voilà, en même temps il a essayé de rester le plus fidèle au texte original. Et c'était une chouette découverte, complètement par coïncidence, quoi. Et je me suis intéressée de plus près à la poésie persane grâce à ça, et à toute la littérature persane qui regorge de trésors. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura donné envie et que c'est clair. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours si jamais vous l'avez lu aussi, parce que du coup personne dans mon entourage ne l'a lu, donc si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, je me sentirai moi seule. Et sur ce, j'espère que votre semaine de confinement, parce qu'on en est au 7e jour, j'espère que ça va, que tout se passe bien, et je vous dis à demain pour le prochain Booktube. Au revoir.